Bienvenue dans l'audiobook du livre de Quentin Villard. Bas les masques, arrêtez de jouer un rôle, soyez vous-même. Prologue. Ce que tu tiens entre tes mains n'est pas un manuel. Ce n'est pas une méthode miracle pour réussir plus vite, ni un recueil de recettes toutes faites. C'est plutôt une invitation. Une invitation à ralentir, à t'arrêter un instant dans ta course, à prendre 2 secondes juste pour respirer. Parce qu'il y a de fortes chances que tu sois arrivé ici avec ce sentiment étrange. Tu as réussi, et pourtant, quelque chose sonne faux. Tu as coché les cases, tu as rempli les objectifs, tu as atteint ce que d'autres appellent le sommet, mais à l'intérieur, il y a une autre voix qui murmure. Elle murmure que ce n'est pas suffisant, ou que ce n'est pas juste, ou que ce n'est plus toi. Bref. Ce livre est né de ces voix que j'ai entendues chez des dizaines d'êtres humains, comme toi et comme moi. Des hommes et des femmes brillants, solides, parfois en apparence, mais traversés en secret par une seule et même question. Ok, et maintenant ? Dans ce livre, tu ne trouveras pas de plan en 10 étapes, pas de framework ou quoi que ce soit. Tu vas plutôt trouver un miroir. Des histoires, des vérités, des questions qui vont te déranger, parce que tu les as évitées jusque-là. Tu trouveras ce que la plupart des environnements ne t'offrent jamais. Un espace pour voir les scripts qui te gouvernent dans l'ombre et commencer, une fois pour toutes, à les éclairer. Et si tu lis ces lignes, c'est peut-être parce que toi aussi tu es prêt à te réinventer. Pas à optimiser ton agenda pour mieux gérer ton temps, pas à corriger une mauvaise habitude de malbouffe, mais à t'offrir la chance de réinventer ton futur depuis un espace neuf. Et pourquoi pas d'en profiter pour balayer sans effort pas mal de trucs qui ne feront naturellement plus sens. Ce livre, une nouvelle fois, ne te dira pas quoi faire. Il te rappellera seulement ce que tu sais déjà au fond. Tu n'es pas né pour jouer un rôle. Tu es né pour apprendre un maximum et te développer, et grandir, et croître. Alors, rejoins-moi au fil des prochaines pages pour une conversation qui promet d'être passionnante. Une conversation à propos de toi, une conversation à propos de chacun de nous. Bon réveil, Quentin. Comment tirer un maximum de ce livre et de tous les autres livres que tu écouteras ou liras à présent? Tu peux le faire via la distinction retirer de versus contribuer à. Nous avons 2 manières d'aborder chaque situation. Chercher à en retirer quelque chose ou choisir d'y apporter quelque chose. La première, c'est notre mode par défaut. On entre en conversation avec une idée derrière la tête. On donne en espérant recevoir. On évalue un projet en termes de « qu'est-ce que j'y gagne, moi ?» Et ça sent. L'autre perçoit qu'il est un moyen, qu'il n'est pas une fin. Le second mode, lui, il change tout. Quand tu entres dans une relation en te demandant « qu'est-ce que je peux y apporter, moi ? Comment est-ce que je peux y contribuer ?» L'énergie se renverse. Au sport, au travail, en amour, en amitié, plus tu contribues, plus tu reçois. Mais de manière organique, il n'y a rien de calculé. Mais cette dynamique a un intérêt global. Tu peux l'utiliser également dans ta lecture de ce livret. Le lis-tu pour en retirer quelque chose ? Auquel cas ta lecture sera peut-être agréable, peut-être que tu y verras quelque chose, mais elle sera limitée. Ou bien le lis-tu avec l'envie d'y contribuer, en y apportant par exemple ton attention, ta curiosité et ton ouverture. Alors, pose-toi la seule vraie question qui compte. Dans ce contexte, est-ce que je cherche à retirer ou est-ce que je choisis d'apporter ? Chapitre 1. La vie peut être plus qu'un stage de survie. Il y a 3 manières de vivre. Survivre, prouver, créer. La plupart des gens passent leur vie entière entre les 2 premiers modes. Ils réagissent, ils s'agitent, ils courent après une reconnaissance qui les fuit toujours. Et toi, où en es-tu ? Parce que si tu ne choisis pas, tes scripts, eux, vont choisir pour toi. Ce que tu appelles ta personnalité, ton caractère, ton identité, ne sont peut-être rien d'autre que des lignes de code écrites il y a longtemps, quand tu étais trop jeune pour avoir la capacité de les choisir consciemment. Mais voilà,
ce que tu veux découvrir concernant ce que j'appellerai dans ce livret nos scripts. Quand nous les empilons les uns sur les autres, ils commencent à former un tout. C'est ce que nous appelons nous. Personnalité, caractère, identité, tout ça ne représente que l'accumulation de nos différents scripts. Et ce qu'ils nous apportent est une manière automatique de vivre nos vies. Et bien qu'il n'y ait fondamentalement rien de mal à ça, ces scripts sont limitants, car ils nous font jouer dans leur cadre, jamais en dehors. Prenons un exemple. Peut-être aimes-tu jouer au football, ou au basketball, ou au rugby. Moi, je suis plutôt basket. C'est chouette sur le terrain. Mais as-tu envie de passer toute ta vie enfermé dans un rectangle ? Je suis pas sûr. Il y a tellement de choses merveilleuses en dehors de ces terrains qui sont, pour le coup, très limités. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de jeter un œil aux 3 modes au travers desquels nous engageons dans la vie au quotidien, et 2 d'entre eux étant totalement soumis à nos scripts. Voici les 3 manières d'engager avec la vie. Mais avant toute chose, soyons clairs. Nos scripts sont bien plus qu'un simple comportement. Ils sont les filtres au travers desquels nous vivons chaque jour. Comme des scripts informatiques, ils se déclenchent automatiquement, dans certains cas, et lancent une séquence bien précise, comme une ligne de code. Si la séquence est interrompue, le script bug et se relance. Vivre au travers de nos scripts, sans en prendre conscience, nous place dans des boucles faciles à prévoir. Ça va générer de la frustration. Celle d'être dépendant de forces plutôt obscures et parfois irrémédiables. Et ça nous fait affronter les mêmes challenges encore et encore. On se met à suffoquer. Par exemple, si un de mes scripts a le besoin d'être toujours perçu comme le plus intelligent, toute mon énergie va aller dans ce sens, c'est logique. Constant besoin d'apprendre pour maintenir niveau de culture, utiliser des mots et des tournures de phrases compliquées, avoir le dernier mot, prendre de haut, faire preuve d'arrogance, démontrer la vivacité de son esprit, toujours montrer ce qu'on sait, même si ce n'est pas le cas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à force de vouloir paraître impressionnant, mes relations, elles vont en pâtir. Je vais me plaindre que personne ne me comprend et me sentir mis à l'écart. Ce que je ne vois pas, par contre, c'est que j'ai créé ce problème tout seul. Parce que j'ai créé cette réalité sous un angle bien précis. Je dois être perçu comme le plus intelligent. Ça vient de l'intérieur. Mais voilà la bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose d'immuable. Nous pouvons tous passer de script automatique à un mode de fonctionnement plus conscient, basé sur la création. C'est le moment où nous décidons de changer de jeu. Le premier mode. Mode survie. Je ne dois pas perdre. Ici, tu ne veux pas te noyer. C'est ce qui résume le mieux ce mode. Toute ton attention est focalisée sur ne pas perdre, ne pas te planter, ne pas X, Y, Z. Note que c'est une énergie opposée à celle de je veux gagner, je veux réussir. Pour autant, la plupart des personnes ne notent pas cette distinction fondamentale. Ne pas perdre est complètement différent de vouloir gagner. Vouloir gagner est basé sur le jeu, sur l'envie, et c'est ouvert aux possibilités. Ne pas vouloir perdre te fait jouer plus petit, refuser les erreurs à tout prix, et c'est basé plutôt sur la peur. Cette dynamique est vicieuse, car on ne perçoit pas quand on est dedans. Personnellement, j'y ai passé pas mal de temps, avant qu'un ami me le fasse voir. C'était plutôt choquant. Le mode survie est 100% basé sur nos scripts. C'est un mode réactif. Notre vie est à l'image d'un flipper. La bille, nos émotions pour le coup dans l'image, dans la métaphore, réagit en fonction de tout ce qu'elle rencontre. Nos journées sont passées à réagir à tout et à tout le monde. Un mot mal interprété, un regard, une pensée, c'est comme si tout était là pour nous secouer. Nous évoluons dans le stress, dans l'anxiété et la tension perpétuelle. Et quand toute notre attention est dédiée à protéger ce que nous avons, garder le contrôle et éviter le risque, c'est en rien surprenant. Toutes nos réactions sont basées sur la peur, le sentiment de ne pas avoir assez, de ne pas être en sécurité ou accepté. Ce mode peut maintenir les choses telles qu'elles sont, mais rien de mieux. Deuxième mode, le mode achèvement. Je vais te prouver que... Ce mode est un peu différent du mode survie, mais toujours basé sur nos scripts. Ce qui change ici, c'est la dynamique du mode.
Nous voulons plus prouver que protéger. Prouver notre valeur, prouver que nous existons, gagner le droit d'être vu, gagner le droit d'être aimé. L'approche est un peu plus réactive, mais tout est basé sur la gagne, sur le succès, sur l'ambition, sur l'envie de briller. Ce n'est pas que de la validation externe. Tu as besoin d'être perçu d'une certaine manière à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur. Mais devine ce qui se passe lorsque tu ne gagnes plus. Ou lorsque tout ce que tu réussissais commence à ne plus fonctionner. Tu accélères, tu y vas par la force, parce que ça a toujours marché jusque-là. Le seul résultat ici, c'est l'épuisement et le sacrifice. Ce mode peut permettre d'atteindre un certain niveau, de faire des progrès et te sentir motivé. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il te fait tomber dans un piège que Dan Sullivan appelle le gap. Tu es toujours focalisé sur ce qu'il manque. Tout ton focus est porté sur un objectif qui te fait dire « Quand j'y serai, je pourrai enfin me détendre ». Le truc, c'est que cet objectif est une cible en constant mouvement. C'est une cible mouvante. Ce ne sera jamais assez. Il n'y a jamais assez d'argent, jamais un statut assez élevé, et toujours quelqu'un de meilleur que toi. On finit par se définir au travers de nos victoires, par un aspect 100% extérieur. C'était très visible pour le coup chez moi. Lorsqu'on me posait la question de ce que je faisais dans la vie, pendant très longtemps, mes premiers mots étaient que j'étais un ancien champion de France en gymnastique, un ancien directeur en banque privée, avant mes 30 ans, c'était important, un ancien tout ce que tu veux. C'était une liste de mes atteintes, juste pour prouver que je valais quelque chose. Ce que j'essayais surtout, c'était de le prouver à moi-même. Voir ça et commencer à m'en défaire a été un game changer énorme. Troisième mode, le mode création. Voici le jeu auquel je veux jouer. Ici, nous entrons dans un territoire totalement différent. Le mode création est accessible une fois que nous prenons conscience de nos scripts, que nous voyons ce qu'ils sont, et que nous faisons un choix conscient de créer quelque chose de totalement différent. Pour moi, c'est passer par faire la paix avec mon passé, l'accepter et le compléter. Ça a été de voir que mon mode par défaut était la force, que c'est ce qui m'avait mené à plusieurs burn-out et passages dépressifs. Ça a été de voir que tout chez moi avait pour but de prouver quelque chose. Une fois que j'ai accepté ça, et que j'ai vu que l'opinion que j'avais de moi était tellement basse que j'étais prêt à tout pour briller, même les pires choses, j'ai pu commencer à définir un nouveau jeu, un jeu conscient, un jeu dans lequel j'incarne les possibilités d'être un créateur, d'être indéracinable et d'être aimant. J'ai même fait un t-shirt d'ailleurs à cette effigie. Ce jeu n'est plus basé sur la peur, sur le manque ou sur les scripts, mais sur l'expression de soi, sur une direction que nous voulons donner à notre vie et sur la volonté personnelle. Donc, pour finir, j'ai une question à te poser. Quel est ton mode par défaut dans ta vie pro et dans ta vie perso ? Mode survie, mode achèvement ou mode création ? T'aider à mettre le doigt dessus est un premier pas très utile. Chapitre 2. Le paradoxe du succès. Il y a quelque chose que personne ne nous dit concernant les objectifs. C'est qu'une fois que nous les avons atteints, ils ne sont plus là. Je ne parle pas ici des objectifs commerciaux ou de chiffres dans des tableaux de bord. Je parle du genre d'objectifs après lesquels nous sommes capables de courir pendant des années. Un poste prestigieux, un gros résultat sportif ou la cession de sa société. Nous courons après pour combler quelque chose, un vide indescriptible et bien présent. Allez, encore un petit effort. Après ça, je pourrai me reposer. Après ça, je pourrai être heureux. Après ça, je serai enfin entier. Mais tout ça, c'est un mensonge. Notre société est basée sur ces mensonges. Tous les jours sont mis en avant les réussites, les accolades, le glamour autour du concept de réussite. Mais ce que nous loupons, c'est la distinction entre la représentation d'un concept et l'expérience que nous en faisons. Au restaurant, il y a le menu, c'est le concept, et les plats servis dans l'assiette. Ça, c'est l'expérience. La plupart des personnes mangent le menu sans s'en rendre compte. Le menu fait rêver. Il est là pour planter une représentation appétissante de ce que nous nous apprêtons à consommer. J'en salive d'avance. Et ce phénomène se répète à chaque fois que nous allons au restaurant. Ce qu'on ne voit pas, c'est que nous opérons sous la même dynamique dans nos vies et imaginons à quel point notre vie sera belle, riche et épanouissante une fois que nous aurons
enfin donner vie à cette image merveilleuse que nous avons présente à notre esprit. Un client admet avoir toujours rêvé d'être directeur général, jusqu'au jour où il le devient, à force d'années de travail, d'acharnement ou de sacrifice. Il est heureux 2 semaines, et ensuite il se met à faire semblant de l'être dans la durée, parce que c'est ce dont il a toujours rêvé, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il ressent ce vide ? Pourquoi n'est-il pas comblé, soulagé, léger, comme il l'imaginait ? Et que penseraient les autres s'il se mettait à se plaindre ? Il a la place que tout le monde envie, non ? Cet exemple n'est pas caricatural. Il est récurrent chez les personnalités ambitieuses, les high achievers, les high performers, comme on dit aux US. Ils se donnent corps et âme pour donner vie à une vision, et le jour où elle est atteinte, c'est le vide. Un sentiment indescriptible les parcours. Et nous l'avons tous ressenti au moins une fois. Un jour, on se rend compte qu'on a déjà tout ce qu'on veut, tout ce dont on a rêvé. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce vide ? C'est quoi la suite ? L'obsession rend aveugle. Tant que nous courons, nous sommes focalisés sur la course. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie, tout se met à ralentir. Il n'y a plus ce mouvement qui était si agréable, malgré la fatigue et la douleur parfois. S'arrêter, c'en est presque encore plus douloureux. Alors, une pensée vient apporter un peu de réconfort. Ok, c'est quoi la prochaine course ? Ça me fait penser à une recommandation de Mike Horn, qu'il avait émise à Mathieu Blanchard, quand il lui avait demandé conseil. Mike Horn lui avait dit « Le jour où tu passes la ligne d'arrivée, ne t'arrête pas de courir. » Ce qui se passe à cet instant précis est l'œuvre d'un script bien arrêté et bien ancré chez beaucoup de sportifs de haut niveau, entrepreneurs et dirigeants. Tant que je cours, j'ai de la valeur en tant que personne. Et ce script, qui est bien plus profond qu'un simple comportement, dirige toute notre vie et nous apporte un certain niveau de résultat jusqu'à ce qu'il n'en apporte plus. C'est ce qui mène à l'épuisement, à la dépression et à ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Une question pour toi. Et toi ? À quoi ressemble ta vie quand les applaudissements se taisent ? Chapitre 3. Les scripts invisibles. La plupart des humains croient piloter leur vie. C'est encore plus vrai chez les dirigeants. Ils ont un agenda maîtrisé, une équipe qui exécute, des résultats qui tombent. En apparence, ils sont les auteurs de leur histoire. Mais derrière cette façade se cache une vérité que peu osent affronter. Ils vivent au service de scripts invisibles. C'est le cas de chaque être humain. Ces scripts ne sont pas écrits par eux. Ce sont des héritages familiaux, culturels, sociétaux. Des phrases qu'ils n'ont pas choisies, mais qui gouvernent leur manière de penser, de voir le monde, d'écouter, d'aborder les relations et de prendre leurs décisions au quotidien. Si je ralentis, tout va s'effondrer. Je dois dire oui à chaque opportunité, sinon je vais disparaître, ou elles vont disparaître. Je dois toujours savoir où je vais, sinon je ne suis pas crédible. Ce sont ces scripts qui font un entrepreneur multimillionnaire va se retrouver incapable de s'arrêter, par manque de sécurité. Ce sont eux qui poussent un avocat à accepter tous les dossiers, même les plus médiocres. Ce sont eux qui maintiennent un dirigeant brillant dans un rythme qui détruit sa santé, sa famille et toute sa vie en général. Les scripts te dirigent jusqu'à ce que tu les vois. Un client m'a dit un jour « Je me croyais libre, Quentin. Je pensais être mon propre patron. Mais je me rends compte que j'ai toujours joué un rôle. Le fils modèle, le boss infaillible, l'homme qui doit prouver qu'il gère. » C'est ça, le vrai pouvoir des scripts. Ils nous collent tellement à la peau que nous finissons par les confondre avec notre identité. Tu crois être naturellement ambitieux, alors qu'en fait, tu es simplement accro à un vieux programme qui a vu le jour dans ton enfance, à un moment émotionnellement plutôt perturbant, on va appeler ça comme ça. Tu crois être fait pour travailler sans relâche, alors que tu es juste piloté par la peur de ne jamais en faire assez et de décevoir les autres. Pour moi, un de ces moments violents a pris place vers mes 10 ans, quand on m'a incité à rentrer en sport-études en gymnastique, et que mes parents et moi avons refusé. Cet événement avait eu lieu juste avant les vacances de la Toussaint, je m'en souviendrai toujours. À mon retour des vacances scolaires, je me suis retrouvé dans le groupe des débutants
dès la reprise. J'avais commencé à 3 ans, ça faisait déjà 7 ans que je faisais de la gymnastique. Les sentiments d'incompréhension et de honte étaient indescriptibles. Quand mes parents sont allés demander ce qu'il se passait à mon entraîneur, j'ai entendu les mots du directeur du pôle. Quentin n'est pas investi. Vous avez fait un choix. Chaque choix a ses conséquences. Dorénavant, Quentin s'entraînera avec les débutants, vu qu'il veut rester débutant. Sincèrement, je souhaite à personne ce genre d'expérience. Et pourtant, on en a absolument tous fait. Avec des thématiques différentes, c'est certain. Mais ces moments, on les connaît tous. Mais on les a passés sous conscience. Le résultat, c'est que ce jour-là, un raccourci mental s'est créé. Si je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas de valeur. Tu serais surpris de la banalité de ce script, tellement il est présent sous cette forme ou une autre dans la société. Ces scripts te sont invisibles jusqu'au moment où quelqu'un te tend un miroir. Un espace où tu peux, pour la première fois, entendre tes propres phrases, tes propres croyances, comme si elles sortaient de la bouche d'un autre, et en percevoir pour la première fois leurs propres limites. On va être radical, on va être honnête, c'est moche à voir, et c'est douloureux d'en faire l'expérience. Faire ce travail, ce coup, mais franchement c'est salvateur. C'est juste commencer à voir tout ce qu'on a refusé de voir jusque-là. Sans ça, nous pouvons rester collés à ces scripts peu glorieux toute notre vie. 3 scripts typiques des leaders en transition. Un script que je vois souvent, c'est le script de la performance infinie. Je ne peux pas m'arrêter, sinon je vais perdre mon avantage. Ce script a des conséquences. L'épuisement, l'incapacité à savourer ce qui est déjà accompli. On est constamment dans la rat race, comme on dit. On tourne comme un hamster dans sa roue. Le deuxième script que je vois beaucoup, c'est celui du contrôle total. Je dois savoir, je dois maîtriser, je dois anticiper. La conséquence, c'est un sentiment d'anxiété permanent, une incapacité à accueillir l'inconnu. Tout ce qui n'est pas nouveau, tout ce qui n'est pas sous contrôle, ne peut pas rentrer dans mon champ de perception, n'est pas acceptable. Ça crée un manque de flexibilité cognitive, un manque de flexibilité émotionnelle, souvent même un refus de ces émotions. Parce que les émotions demandent justement un lâcher-prise, un manque de contrôle, et ça crée souvent une vie très fermée. Le troisième script que je vois beaucoup, c'est le script de la validation externe. Je dois prouver que j'ai de la valeur encore et encore et encore et encore. Les conséquences sont simples. Il y a souvent une réussite extérieure liée à ce script. Mais on ressent très souvent en parallèle un gros vide intérieur. Ces scripts, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des logiciels qui, au bout d'un moment, deviennent obsolètes dans notre vie. Ils ont été créés dans l'enfance, ils ont été utiles, ils nous ont permis de survivre métaphoriquement, psychologiquement et émotionnellement, mais ils sont devenus à un moment obsolètes. Mais tant qu'ils tournent, ils dictent tes choix. Ils dictent ton identité, ton caractère, ta personnalité. Bref, tu portes autant de masques que tu as de scripts. Tu n'es jamais vraiment toi-même, et ça ronge avec le temps. Et toi, quel script te gouverne aujourd'hui ? J'aimerais te proposer un intermède. Juste 2 minutes pour toi. Prends le temps d'identifier ces scripts et tu feras un pas de géant dans la conscience de toi. Prends ces 2 minutes, contemple les scripts que je vais te décrire, qui sont pour moi les plus courants et les plus évidents. J'ai toujours besoin d'avoir raison. Tu te justifies pour tout et as toujours le dernier mot. Et avouer que tu as tort est une épreuve de faiblesse à tes yeux. Le besoin d'être parfait. Tu fixes des standards incroyablement hauts qui te font perdre énormément d'énergie et de temps. Ce n'est jamais assez bien quoi que tu fasses. Le besoin d'être apprécié de tous. Ta valeur est étroitement liée à combien les autres t'apprécient. Donc, tu ne dis pas ce que tu penses, tu favorises l'équilibre et priorises les besoins des autres au détriment des tiens. Le besoin de se comparer. Tu existes en comparaison aux autres.
Tes revenus, ta réussite, ta condition physique, l'avancée de ton entreprise, ton chiffre d'affaires, ta carrière, tout est comparé, tout est un benchmark. Besoin de constamment prouver sa valeur. Chacune de tes actions est un moyen de prouver ta valeur aux autres. Tu te surcharges, tu ne délègues pas, et tu veux régler tous les problèmes par toi-même, que tu sois tout seul dans ton entreprise, 5, 10, 100 ou 1000. Chapitre 4. Quand ton identité est dictée par un script. Nous adorons nous sentir légers, et pour une raison très simple. Quand nous le sommes, tout paraît simple et fluide. C'est plus simple de s'élever quand on ne porte pas de contraintes lourdes, comme un sac à dos rempli de pierres ou un masque qui rend chaque respiration difficile. Si nous regardons en arrière, à travers l'évolution, nous étions autrefois des singes super agiles. Grimper, sauter, se balancer, tout ça c'était des gestes quotidiens. Alors la question que je me pose, c'est quand avons-nous cessé de grimper aussi facilement ? La réponse que j'apporte à ça, c'est quand nous avons commencé à devenir trop conscients de la chute. Quand nous avons commencé à penser « et si je glisse ? Et si j'échoue là ? Et si j'arrive pas à attraper cette branche pendant que je saute ?» C'est à ce moment-là que la peur s'est installée. Mais je ne parle pas de la peur primitive, celle qui sert à survivre, littéralement. Celle-là, elle est intégrée. Et elle nous a permis d'évoluer au stade d'évolution auquel nous nous trouvons aujourd'hui. Je parle d'un autre type de peur, celle qui naît directement de la mauvaise utilisation de notre imagination. Au cours des 100 000 dernières années, notre capacité à penser en concept a explosé. Et maintenant, nous sommes tous des génies pour imaginer des choses qui n'existent pas. Des mondes entiers, des avenirs entiers, des catastrophes entières. Nous avons peur en permanence. Non pas à cause de ce qui est, mais à cause de ce que nous pensons qu'il pourrait arriver. Du matin au soir, notre esprit invente des histoires, encore et encore. Et nous prenons ces histoires bien trop au sérieux. Cela mène à un mental suractif qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Toujours dans une seule direction. Nous protéger. Nous garder à l'abri de la douleur. C'est le seul but de l'ego. Mais voilà la vérité, ce mécanisme de protection devient un fardeau avec le temps. Un sac rempli de pierres, c'est lourd. Si on l'a toujours avec nous, il est toujours en train de nous ralentir. Le pire, nous ne sommes pas fiers de ce qu'il contient, parce qu'il contient les peurs, la culpabilité, les pensées honteuses, ce qu'on pense être pas acceptable vis-à-vis de nous-mêmes. Quand les autres commencent à les remarquer, nous devenons à fleur de peau. On devient vraiment sensible. Alors que faisons-nous ? Nous les cachons. Et nous vivons nos vies à tenter de faire en sorte que personne, absolument personne, ne voit, ne touche ou ne pense à ce sac à dos. Toute notre énergie s'oriente dans une seule direction, la protection à tout prix. Souviens-toi juste 2 secondes de quand tu étais enfant et que tu avais fait quelque chose que tu ne voulais pas que tes parents découvrent. Que faisais-tu ? Tu le cachais, bien sûr. Même inconfortable. Tu jouais le rôle de l'enfant normal, en espérant que rien ne serait découvert. Et ça marchait plutôt bien. C'était ton initiation à la fabrique d'un masque. Depuis, t'en as créé des tonnes. On en a tous créé des tonnes. Tous soigneusement fabriqués pour protéger nos insécurités. Nous faisons tous ça, sans exception. Aujourd'hui, maintenant que tu es adulte, tu as un masque pour chaque membre de ta famille, pour tes enfants, pour ton partenaire, pour ton travail, pour tes amis. Tu joues un rôle toute la journée. Je le sais, j'ai aussi joué à ce jeu. Si je veux être honnête avec toi, ici, je dois absolument retirer mes masques. Et en voici quelques-uns. Derrière ce gars a priori toujours souriant, il y a un enfant insécure qui cherchait désespérément l'acceptation et la validation à tout prix. Derrière ce type toujours plein d'énergie, il y a un homme facilement ennuyé qui a peur d'être jugé s'il ne fait rien. Derrière l'adulte ambitieux, ancien head of finance, dans la finance, ancien athlète, tout ce que tu veux, tous les trucs qui galvanisent l'ego, il y a un homme qui pense profondément que quoi qu'il fasse, ce ne sera jamais suffisant pour être vu et reconnu. Et enfin, derrière l'homme qui paraît avoir tout sous son contrôle, il y en a un autre, paniqué à l'idée de ne pas avoir le contrôle et de tout perdre.
Et voici la réalité. Personne ne peut m'apporter ça. La protection, c'est pas la liberté. Porter un masque, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. Mais nous en portons tous sous une forme ou une autre. Nous le faisons absolument tous. Pas seulement toi, pas seulement moi, tous les êtres humains vivants portent leur propre masque. En fait, Chase Hughes, qui est un expert en comportement humain, qui a écrit le livre Les 4 lois du comportement humain, l'exprime simplement. Il les appelle les 4 lois du comportement humain dans son livre. Tout le monde souffre et se sent insécure. Tout le monde porte un masque. Tout le monde prétend qu'il n'en porte pas. Et enfin, tout le monde est façonné par son enfance, autant par ses blessures que par ses victoires. Relis ça, réécoute ça. C'est clé. Tout le monde souffre et se sent insécure. Tout le monde porte un masque. Et tout le monde prétend qu'il n'en porte pas. Et tous ces masques, tout ça, ça a été façonné dans notre enfance, par nos blessures, nos peurs, nos échecs et nos victoires. Peu importe que tu parles à un milliardaire, à un CEO, à un maître spirituel ou à un gars assis à côté de toi dans le train. Sous la surface, nous jouons tous le même jeu inconscient. Protéger le sac, protéger le moi, en portant le masque approprié. Nous nous cachons, nous faisons semblant, nous compensons, nous surperformons. C'est une pratique courante. Mais quand tu commences à voir ça clairement, pas seulement en toi, mais chez les autres, quelque chose commence à changer. Tu n'as plus besoin de performer. Tu commences à t'autoriser à respirer. Et peut-être, juste peut-être, tu retires 1 ou 2 cailloux de ce sac. Et c'est à ce moment-là que tu deviens plus léger. C'est à ce moment-là que tu vois tes peurs et que tu trouves le courage de les reconnaître. C'est à ce moment-là que tu commences à t'élever. En fait, c'est à ce moment-là que tu réalises que ce sac et ces masques n'ont jamais été vraiment les tiens. Que c'est juste un ensemble de scripts du passé. Tu peux désormais les laisser tomber et commencer à t'élever. Si tu n'étais plus ton rôle, plus tes scripts, plus ce que tu appelles moi, qui serais-tu ? Je pose juste la question comme ça. Chapitre 5. Les 3 erreurs classiques des leaders en transition. Quand un leader traverse une phase de transition, après une vente, une promotion, un changement de cap ou un gros succès, il croit souvent qu'il doit gérer cette période, comme il a toujours géré sa carrière, avec de l'action, du contrôle ou de la performance. La phrase vicieuse et implicite derrière ça, c'est « je dois maintenant prouver que ». Ici, ce qui se dessine, c'est que sa prochaine étape doit être un prolongement de son passé. En réalité, c'est exactement ce qu'il enferme. Il tombe dans des pièges invisibles, des réflexes conditionnés qui prolongent le malaise au lieu d'ouvrir un nouvel espace. Voici les 3 erreurs les plus fréquentes. Fuir dans une nouvelle aventure. C'est l'entrepreneur qui vend sa société, plusieurs millions, et qui, 6 mois plus tard, se lance déjà dans un nouveau projet. Pas parce qu'il en a vraiment envie, plutôt parce que le vide l'effraie. Parce qu'il ne supporte pas de ne pas avoir de prochain objectif ou bien d'être fini. Le script derrière ça, c'est si je ne crée pas quelque chose de nouveau, je vais disparaître. La conséquence, elle est assez simple. Il se retrouve à construire une deuxième cage, souvent encore plus contraignante que la première, et qui va l'épuiser encore plus. La deuxième erreur, c'est s'accrocher au contrôle total. C'est le dirigeant qui ne peut pas déléguer. Il doit valider chaque décision, être au courant de tout, savoir exactement ce qui se passe à chaque instant. En surface, c'est de la rigueur. En profondeur, c'est de la peur. Le script derrière, c'est si je lâche, tout s'écroule. Souvent, c'est celui qui a tout créé dès le début, ou qui a été récompensé pour avoir été le meilleur. La conséquence est une anxiété permanente, des nuits blanches, une incapacité à accueillir l'inconnu, qui, pourtant, est la seule porte vers le futur. Enfin, la troisième erreur, c'est éviter la confrontation avec soi. Et ça, 99% des personnes le font. C'est le plus subtil. Tu travailles tard, tu acceptes toutes les sollicitations, tu remplis ton agenda. Non pas pour avancer, mais pour éviter le silence. Parce que dans le silence, tu devrais écouter cette voix qui dit « Et maintenant ? Qui es-tu vraiment ? T'es sûr d'être à la bonne place ? Ce que tu fais, ça a vraiment de l'importance ? Est-ce qu'au moins tu aimes ce que tu es en train de faire ?
Le script derrière cette erreur, c'est je ne peux pas m'arrêter, sinon je vais devoir affronter les vraies questions. Et ça, c'est inconfortable. Les conséquences, elles sont claires. Tu continues à réussir à l'extérieur, mais à l'intérieur, le vide va s'élargir de plus en plus. La tension va se créer et devenir de plus en plus forte. Mais ces 3 erreurs ne sont finalement que des variations d'une seule erreur beaucoup plus générale. Continuer à jouer selon tes anciens scripts, au lieu de créer ton propre jeu. À ce stade du livre, j'ai envie de te proposer, à nouveau, de prendre 2 minutes pour faire un exercice. Regarde ton quotidien. Quelle est l'erreur qui te ressemble le plus en ce moment ? La fuite dans l'action ? L'obsession du contrôle ? Le refus d'éviter ta vérité et de prendre le temps de te poser les vraies questions ? Le simple fait de le voir change déjà quelque chose. Chapitre 6. Du contrôle à la clarté. Pendant des années, le contrôle t'a servi. Il t'a permis de bâtir, de diriger, de te développer. Mais aujourd'hui, il est devenu ton piège. Le réflexe de tout contrôler est un prolongement de tes anciens scripts. Je dois savoir, je dois anticiper, je dois maîtriser. Ces phrases, que tu crois sincèrement rationnelles, sont en réalité des mantras de survie. Et quand tu les répètes assez longtemps, elles te donnent l'illusion d'être solide, alors qu'elles t'éloignent complètement de la vérité. Le contrôle est un mirage. Un de mes clients, fondateur d'un SaaS à 500K de chiffre d'affaires annuel, travaillait tout le temps. Sur le papier, c'était nickel. Il voyageait 1 mois sur 2 avec sa famille. Il avait le temps d'aller à la plage avec son MacBook. Il contrôlait chaque détail. La roadmap, les contrats, le support client, les buts, le code, jusqu'au design des emails marketing. Quand je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?» Il m'a simplement répondu « Mais parce que si je lâche, tout s'écroule, Quentin. » C'est une pensée dérangeante, pas forcément utile, mais qui cache un script plus global. Je n'ai pas besoin des autres pour réussir. Et pourtant, la vérité était simple, c'était faux. Il lui fallait une équipe. C'est lui qui s'écroulait à force de tout contrôler. Une fois qu'il a vu ça, qu'il est devenu clair sur ce que ça lui coûtait, il a embauché. Et sa société a doublé son chiffre d'affaires en 1 an. Ce n'est pas de la magie. C'est un lien de cause à effet. Parce que la clarté n'est pas l'opposé du chaos. La clarté, c'est l'opposé du contrôle. Quand tu passes du contrôle à la clarté, tu ne forces plus. Tu regardes et vois ce qui est. Tu ne planifies pas chaque pas par erreur de te planter. Tu sens le prochain mouvement et tu te fais confiance. Tu n'imposes pas ta vision, tu crées de l'espace pour qu'elle émerge petit à petit. Prenons un exemple de bascule. Une avocate avec qui j'ai travaillé acceptait tous les dossiers par peur de manquer. Le contrôle pour elle, c'était dire oui à absolument tout. Le jour où elle est devenue claire sur ce point, qu'elle l'a vu pour elle, elle a commencé à sélectionner uniquement les affaires où elle apportait une vraie valeur. Elle a augmenté ses honoraires et s'est ouverte à des clients plus importants. Le résultat, il est simple. Moins de dossiers, plus de revenus et surtout une nouvelle sérénité. Pour ça, il a fallu que 3 mois. Pourquoi la clarté est plus puissante que le contrôle ? Parce que le contrôle vient de la peur. La clarté, elle, vient de la vérité. Pas ma vérité, pas la vérité que je prodigue en disant des choses, en donnant des conseils, mais ma vérité dans le sens qu'est-ce qui résonne en moi. Quand les informations passent au-delà de l'intellect, quand j'arrête de tout rationaliser. La peur, elle te fait agir sans fin. La vérité te donne la direction sans effort. Comment est-ce que je le sais ? J'étais un obsédé du contrôle. Et franchement, j'étais très bon à ça. Le coût de ce comportement a été monumental pour moi. De burn-out, des dépressions, une bonne crise identitaire tous les 18 mois, des excès d'alcool, de nourriture et de sport massif. Et quand j'ai monté ma société, toutes mes économies sont parties en fumée, juste pour maintenir le train de vie de ma famille. Je refusais en bloc tous les changements qui se présentaient à moi, j'étais persuadé de pouvoir tordre la réalité à mon avantage, à la force de ma volonté. C'était un gaspillage d'énergie, et surtout ça m'a coûté ma santé physique, ma santé mentale,
mon argent et in fine mon mariage. Où est-ce que tu continues, toi, à contrôler parce que tu as peur de lâcher? Et si au lieu de tout verrouiller, tu t'ouvrais un peu, ça changerait quoi? Je te propose de ralentir un peu. Et juste de prendre le temps de regarder une distinction qui pour moi est fondamentale. Dans les précédents chapitres, nous avons vu que le succès tel qu'il est souvent perçu est un piège. Que nos scripts qui gouvernent nos actions et comportements sont totalement inconscients et sont créés dans l'enfance. Tu as aussi conscience que leur accumulation crée ce que tu appelles le moi, ton identité. Il est temps de mettre la lumière sur une distinction qui te sera utile pour la suite. Identité fixe versus identité créée. Depuis toujours, on nous fait croire que notre identité est quelque chose de fixe. Quel est le fruit de notre passé, de nos études, de notre carrière, des rôles que nous avons portés jusque-là. C'est rassurant car cela donne une continuité, une impression de stabilité. C'est un raisonnement totalement linéaire. Mais c'est aussi terriblement limitant. Quand tu te définis uniquement au travers de ce que tu as créé, de ce que tu as été, de ton passé, eh bien tu t'interdis de devenir autre chose. Pas consciemment, mais c'est un choix par défaut. C'est comme si tu regardais ta vie dans le rétroviseur en pensant avancer. Tu t'enfermes dans des étiquettes, je suis le bosseur, je suis l'intello, je suis la personne fiable. Ces identités t'ont peut-être servi un temps, mais elles deviennent des prisons invisibles. La vérité, elle, est tout autre. Ton identité n'est pas donnée. Elle est créée de toutes pièces. Enfant, tu l'as construite inconsciemment pour survivre. Adulte, tu as le choix de la recréer consciemment, avec intention, juste parce que tu as envie d'évoluer. Créer son identité, ce n'est pas renier son histoire. C'est décider quel rôle tu veux jouer maintenant. En accord avec ta vision, en accord avec tes valeurs, en accord avec ce que tu penses être juste pour toi. C'est prendre les commandes du futur. Et ça commence maintenant. Alors la question est simple ici. Et si ton moi actuel n'était qu'une ancienne version? Qui est-ce que tu choisirais de devenir maintenant? Prends un papier ou ouvre une note sur ton téléphone et fais ce petit exercice. Première étape, écris une étiquette que tu portes souvent. Je suis, ouvrez les crochets, le rationnel, la bosseuse, celui qui contrôle, celui qui doit tout réussir. Mets ce que tu veux. Deuxième étape, demande-toi est-ce que cette identité me sert encore ou est-ce qu'elle me limite? Troisième étape, maintenant formule une identité que tu veux incarner aujourd'hui. Je suis un leader audacieux qui inspire confiance. Ou une créatrice libre qui ouvre de nouvelles voies. Ou je suis un entrepreneur visionnaire qui choisit la simplicité. Enfin, note une action simple à poser juste pour aujourd'hui, qui donnera vie à cette identité. Et si tu veux plus loin, si tu veux aller plus loin, je te recommande le super livre de Steve Chandler, Reinvent Yourself. Chapitre 7. La puissance des conversations profondes. Quelqu'un m'a confié un jour. Je parle à mes associés, à mes investisseurs, à ma femme, à mes amis. Mais j'ai jamais vraiment l'impression de parler à quelqu'un. Chacun attend quelque chose de moi. Et moi, je suis là à tout le temps jouer un rôle. Et cette phrase, elle résume un drame silencieux qu'on retrouve chez beaucoup de leaders. Et en fait, chez beaucoup d'êtres humains en général. On est entouré de monde, parfois même adulé, respecté, mais on se sent terriblement seul. Pour ces leaders, leurs conversations, qui sont en apparence nombreuses, ne sont pas réelles. Elles sont dictées par les rôles qu'ils portent. Avec leur équipe, ils doivent toujours inspirer confiance et donner une direction. Avec leurs investisseurs, ils doivent montrer des chiffres et paraître infaillibles. Avec leur famille, ils doivent garder une posture de roc solide, rassurant, celui qui ne flanche jamais. Tous ces rôles demandent de créer des masques. Et ces masques font qu'ils ne sont jamais totalement eux-mêmes.
Ils jouent sans même s'en rendre compte. Et à force de jouer, ils finissent par oublier qui ils sont vraiment. Un espace de conversation profonde, c'est l'exact contraire. C'est rare, c'est précieux. C'est un endroit où il n'y a rien à prouver, rien à cacher, rien à performer. On peut tout y dire, même ses doutes. Franchement, je sais pas où je vais, ou encore je suis paumé, ou même tous les matins je me lève avec la peur que tout s'écroule. C'est ce que moi, j'ai vécu au travers de mes coachings personnels, d'évoluer dans cet espace, de pouvoir poser les armes. Et au lieu de recevoir des solutions toutes faites, des conseils mal déguisés, ou des injonctions de « allez, tiens bon », on découvre quelque chose de différent dans cet espace. On découvre une écoute sincère. Une écoute qui ne cherche pas à combler le silence, mais qui le laisse exister. Une écoute qui reflète les propres mots de notre esprit comme dans un miroir. Pour moi, ces moments n'ont pas de prix. Parce que mes amis seront toujours là à raviver la flamme, me réconforter. Mes amis ou ma famille. Et c'est pareil pour mes clients. C'est leur rôle et c'est parfait. Mais entrer dans un espace silencieux, où on n'a pas besoin d'être réparé, où on ne se sent pas jugé, c'est un sentiment très libérateur. Un client, après une première rencontre, m'a dit « Je n'avais jamais réalisé à quel point je portais des masques tout le temps. C'est cool de parler avec toi. C'est bizarre, mais c'est cool. Je me sens posé, ça faisait longtemps. » Un entrepreneur qui était bloqué depuis 2 ans sur le même problème a tout résolu par lui-même au bout de 2 heures de conversations passées ensemble. Simplement parce qu'il a pris le temps d'aller au-delà de son raisonnement de surface. Voilà ce que j'entends par une conversation profonde. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un plan d'action. Et ça ne ressemble pas à un coaching classique où on cherche à atteindre un objectif précis, à tout prix. Elle agit plutôt comme une respiration, une bouffée d'air frais qui oxygène les synapses. Comme une fissure dans l'armure qui permet enfin à la lumière de passer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si rare ? Parce que presque tout le monde veut aider, conseiller, corriger. Très peu de personnes sont capables de simplement écouter. Parfois au-delà des mots. Et franchement, j'en faisais partie. D'être là, sans rien imposer, sans rien attendre, sans agenda, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Et apprendre à évoluer dans cet espace, c'est ce qui m'a permis de le proposer à mes clients. Et pourtant, dans cet espace de dépouillement, c'est là que naît la clarté. C'est pour ça que c'est important. C'est là que les scripts invisibles tombent un à un et que tu peux enfin voir ce qui doit vraiment changer. Quand as-tu eu, toi, pour la dernière fois, une conversation où tu n'avais rien à prouver ? Quand as-tu parlé sans aucun masque, sans rôle, sans calcul ? Et si une seule conversation, la bonne, pouvait suffire à commencer à réécrire ton futur ? Chapitre 8. Et si ce n'était pas la fin, mais le début ? Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, la parole s'est un peu libérée sur un point. C'est le moment que beaucoup de personnes qui courent après les objectifs redoutent en secret. Celui où l'accomplissement laisse place au silence. Tu as franchi la ligne, totalement imaginaire. Tu es content 5 minutes, c'est la fête, puis une fois la médaille accrochée au mur, les applaudissements se taisent. Et soudain, il ne reste plus que toi-même face au vide. À ce moment-là, tu as 2 choix. Te réinventer ou rester accroché à ton passé. La plupart des personnes sombrent par défaut dans l'option 2. C'est ce que l'ego veut. Nous rappeler, pour nous protéger, notre gloire passée. Mais c'est un piège. Nous sommes mardi matin. Il est 9h30 et je suis en retard. Je pense avoir rendez-vous à 11h du matin lorsque je vois plusieurs appels en absence et un SMS sur mon téléphone. Je suis au point de rendez-vous. Nous avions bien rendez-vous à 9h, c'est ça ? Il y a quelque temps, j'aurais paniqué. Je me serais traité de tous les noms,
tout en partant en courant. Je pensais sincèrement qu'être impitoyable avec moi-même, c'était une stratégie efficace. Juste pendant 30 ans. La sensation que j'éprouve à ce moment, elle est étrange pour moi. Je me sens assez calme face à mes erreurs depuis quelque temps. Je m'excuse sincèrement. Je demande aimablement à la personne si elle est prête à m'attendre 10 minutes de plus, juste le temps que j'arrive. Et je prends ma voiture pour la rejoindre. À ce moment-là, je suis surpris par l'absence de colère ou de trash talk, comme on dit en basket, envers moi-même. J'y étais habitué depuis plus de 30 ans. Mais depuis quelque temps, c'est comme si le bruit avait diminué. Il n'a pas disparu, il a juste diminué. J'arrive au café et je rencontre un entrepreneur qui a vendu sa société. Il est adorable. Je ne fais que l'écouter pendant environ 1h30. C'est une cliente qui lui a donné mes coordonnées et recommandé de m'appeler. Après 20 années de succès dans le sport professionnel, puis dans le monde du business, il se sent complètement paumé. Il n'est pas heureux et s'inquiète pour la suite. Il y a un truc qui m'a scotché durant cette rencontre. Une connaissance le reconnaît et s'approche de lui en parlant d'une manière telle que toute la terrasse pouvait l'entendre. « Il est là le plus heureux, il a tout vendu et il est tranquille. Eh, tu sais qu'on t'envie tous ?» Et là, mon client se lève avec un grand sourire, rigole et lui serre la main avec entrain. On fait une pause là. Regarde bien ce qui vient de se passer. Cette scène, c'est une masterclass. J'ai été ébahi. D'un côté, nous avons l'homme d'affaires qui a réussi ce dont tout entrepreneur rêve secrètement, vendre sa boîte sans divorcer et en construisant de vraies relations avec ses enfants. Au doigt mouillé, ça représente 5 à 10% des entrepreneurs. Et là, il est en train de m'admettre que malgré toutes les accolades, l'argent et la reconnaissance, il n'était pas heureux. Il était perdu. Et de l'autre côté, nous avons l'entrepreneur qui pense qu'une fois que lui, il aura fait tout ça, tout ce que son ami a fait, il sera enfin heureux, soulagé et tranquille. C'est le clash des réalités. J'ai constaté ce phénomène des centaines de fois quand je travaillais en banque privée. Des dirigeants et entrepreneurs persuadés que quand ils auront vendu ou auront suffisamment de côté, ils seront enfin tranquilles. C'est souvent faux. La plupart du temps, une fois la ligne d'arrivée tant attendue franchie, venaient les dépressions, les problèmes de santé sérieux, les divorces, voire pire. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes ressentent un inconfort extrême face au vide. Beaucoup pensent que le vide, c'est un problème, qu'il faut vite le remplir, lancer un nouveau projet, chercher une nouvelle mission, reprendre une nouvelle course, quoi que ce soit, mais il faut le faire. Le vide n'est pas un problème. C'est la base de toute chose. C'est là où tout a été créé dans l'univers. Et si ce moment, tant redouté, n'était pas la fin mais le début ? Et si ce silence que tu redoutes tant était en fait la réalité d'une page blanche qui est en train de s'ouvrir à toi ? Une invitation à créer, non pas par habitude, par peur ou par réflexe, mais à créer pour la première fois quelque chose qui vient vraiment de toi. Créer un truc 100% conscient. Il y a une beauté immense dans ce vide, parce qu'il ne contient aucune obligation, aucune attente, aucune injonction. C'est juste un espace pur dans lequel tu peux enfin demander « Qu'est-ce que je veux vraiment, moi ?» Le paradoxe, c'est que ce que tu prends pour une perte est en fait une ouverture. Tu crois avoir tout terminé, alors que tu n'as encore rien commencé. C'est là que naît le vrai leadership personnel. Pas celui qui dirige une entreprise ou une boutique, mais celui qui dirige ta propre vie. Alors, regarde ce que tu vis aujourd'hui et ose te poser la question suivante. Et si ce n'était pas la fin, mais le commencement de ce que tu es réellement venu incarner ici ? Chapitre 9. Créer depuis le vide. Le vide fait peur. On le fuit, on l'évite, on le décore avec des distractions. Parce qu'il semble menaçant. Comme si dans ce silence tout allait disparaître. Comme si ton identité elle-même allait s'effondrer si tu n'avais plus rien à faire, plus rien à montrer, plus rien à prouver. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que le vide n'est pas un gouffre. C'est la source de toute création. Nous vivons littéralement sur un caillou qui tourne sur lui-même dans le vide intersidéral. Et tout ce qui nous entoure a pourtant été créé depuis ce vide. Pense à l'artiste devant une toile blanche.
La toile immaculée peut d'abord paralyser, mais c'est aussi l'endroit où tout est possible. Le vide n'est pas l'absence de, il est une possibilité de. Un premier trait va en entraîner un autre. Puis une courbe, une touche de peinture et un tableau va commencer à apparaître. Un coup de crayon après l'autre. Certains balancent même un seau de peinture en une fois sur la toile. Et voilà le travail. Après on appelle ça de l'art ou pas, c'est juste une question de point de vue. J'ai vu des hommes et des femmes, après avoir tout perdu, ou tout gagné, renaître précisément dans ce vide. Un gars qui porte le même nom que l'auteur de ce livret s'est retrouvé devant son coach, les larmes aux yeux, en lui avouant qu'il était en train de tout foutre en l'air. Son mariage, sa relation avec sa fille, ses amis, sa santé, son business. Il portait tellement de colère que tout brûlait, et qu'il commençait à se détester. Voici ce que Rich Habets, son coach, lui a répondu. Bah écoute Quentin, c'est merveilleux. Si tout a brûlé, tu as le terrain de jeu parfait pour créer, pour réinventer. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est là où les miracles prennent forme. Ça dépendra de comment toi tu vois les choses. Tu préfères te morfondre ou créer? Être une victime de tes propres choix ou créer de nouvelles possibilités pour toi? Ce jour-là, ça a été un électrochoc. J'ai commencé à écouter. Non pas le bruit extérieur, mais ce qui murmurait depuis ce vide. À l'extérieur, pas grand-chose n'avait changé. Mais à l'intérieur, beaucoup de choses devenaient différentes. Créer depuis le vide, c'est ça. Ne plus bâtir par peur de manquer. Ne plus s'agiter pour éviter le silence. Ne plus chercher à rejouer le même scénario en boucle. C'est accepter d'attendre que la prochaine création va émerger, comme une évidence, plutôt que de l'inventer à la force des choses, à la force du mental et des mains. Et toi, si tu cessais de combler chaque minute, qu'est-ce qui, dans ce silence, voudrait naître à travers toi? Et si la réponse ne ressemblait pas du tout à ce que tu imagines? Un exercice que je recommande à tous mes clients m'a été enseigné par Michael Neal, un coach américain. Il s'appelle Just Take 5. Et en français, c'est prends juste 5 minutes. C'est donc un exercice que je propose souvent. Je l'appelle aussi la méditation non active. L'idée est très simple. Assis 5 minutes, où tu veux, une fois durant la journée, ou plusieurs fois, quand tu veux. Tu ne fais strictement rien. Pas de téléphone, pas de musique, pas de cigarette, pas d'audiobook, pas de podcast. Rien. La seule chose que tu as à faire est de laisser filer tes pensées et de ne pas interagir avec. Juste observer et laisser filer. Là, ne te fie pas aux apparences. Cet exercice est vachement plus difficile qu'il n'y paraît. Une étude de l'Université de Virginie montre qu'en laissant des personnes volontaires, seules 15 minutes dans une pièce vide, 67% des hommes et 25% des femmes ont préféré s'infliger une décharge électrique plutôt que de rester seuls avec leurs pensées. Et on parle d'une moyenne. Juste 67% d'hommes et 25% de femmes. Parce que la moyenne des chocs, ça a été de 1,47 chocs administrés. Il y a eu un cas extrême à 190 chocs. S'il te plaît, ne fais pas ça. Prends juste 5 minutes. Ne fais rien. Juste aujourd'hui. Ça va te paraître très difficile au début. Teste-le pendant une semaine. Et juste répète chaque jour. C'est un excellent rituel d'entraînement pour apprendre à donner un peu de place au vide et à apprendre à s'y sentir à l'aise. Chapitre 10. Leadership personnel. Pendant des années, tu as cru que le leadership était une question de force, de statut ou de pouvoir. Force de décision, force de travail, force de volonté. On t'a appris que pour tenir ton rôle, il fallait serrer les dents, avancer coûte que coûte, sacrifier ton sommeil, ton corps, parfois même tes proches. Tu as bâti ta réussite comme on bâtit une forteresse. Solide, impressionnante, mais épuisante à défendre. Ce modèle de leadership t'a peut-être porté jusqu'ici. Mais à quel prix? Et surtout, est-ce qu'il peut t'emmener plus loin? Regarde autour de toi. Combien de dirigeants brillants sont en burn-out silencieux?
Combien tiennent encore debout uniquement grâce à l'adrénaline et au café? Ou pire? Combien se sentent forts à l'extérieur, mais vides à l'intérieur? Il existe une autre voie. Un leadership qui ne te consume pas, mais qui te nourrit. Un leadership personnel qui vient de toi. C'est un leadership où tes décisions ne sont plus guidées par la peur de perdre, mais par la clarté de ce que tu veux créer. C'est un leadership où tu ne gagnes pas contre toi-même, mais avec et pour toi-même. C'est un leadership où ton énergie ne se vide pas à mesure que tu avances, mais se régénère parce que tu es aligné avec ce que tu es en train de faire. Et tu es aligné avec qui tu es. J'ai vu un fondateur transformer sa manière de diriger après avoir frôlé l'épuisement. Avant, il contrôlait tout. Il travaillait sans relâche, mangeait mal, ne voyait presque pas ses enfants. Après quelques mois, il avait réduit ses heures, repris le sport, réappris à écouter. Et paradoxalement, son entreprise grandissait plus vite parce qu'il donnait un ton différent. Son équipe le voyait et se sentait plus autonome. Il les écoutait, ses proches le retrouvaient, parce qu'il osait enfin se montrer. Lui-même dégageait une toute nouvelle énergie. Voilà ce que j'appelle le leadership personnel. Ce n'est pas un leadership qui a été donné au travers d'un statut ou d'une position hiérarchique, une position de force, mais une responsabilité qui a été prise de son plein gré. Un modèle où la réussite n'exige plus le sacrifice total, où notre entourage, nos collaborateurs, nos familles profitent eux aussi de notre vitalité, de notre clarté. On se met à rayonner. Et si ton prochain acte de leadership n'était pas de tenir plus fort, mais de relâcher? Et si ta plus grande responsabilité n'était plus de porter seul le poids, mais d'incarner une façon nouvelle d'être présent, pour toi, pour les autres, pour ton futur? Mon sensei d'aïkido appelle ça le relâchement. Un corps fluide et relâché qui peut neutraliser n'importe quelle force brute. Chapitre 11. Reset total en 90 jours. 90 jours, 3 mois, un trimestre. À l'échelle d'une vie extérieure, c'est insignifiant. Mais à l'échelle d'une vie intérieure, c'est suffisant pour créer une nouvelle dynamique. En 90 jours, tu peux décider de briser ta relation avec un script qui t'enchaîne depuis des années. Oublie la promesse des 21 jours, c'est que du marketing. Tu peux choisir de dire un nom clair qui redonne de la place à ta vie, si tu es prêt à y consacrer un peu de temps et beaucoup d'intensité. Tu peux instaurer un rythme nouveau, où ton énergie ne t'épuise plus, mais se régénère. Tu peux retrouver de la clarté à propos de ce qui compte vraiment, et poser les premiers pas dans ce sens. En 90 jours, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu commences à redevenir toi-même. Et de cette base, tu peux construire n'importe quoi de nouveau. J'ai vu des personnes, en 3 mois, transformer leur quotidien d'une manière que 10 ans de routine n'avaient jamais réussi à produire. Pas forcément que des clients à moi, des personnes que j'ai côtoyées et qui m'ont inspiré. L'une a appris à poser des limites et à voir son sentiment de sérénité s'accroître. Une autre a réorganisé son temps de travail pour retrouver ses soirées avec ses enfants, tout en augmentant ses revenus. Un autre, encore, a enfin osé avouer ce qu'il voulait vraiment créer, et s'est autorisé à le faire. Là où l'attention va, l'énergie va. C'est pas de moi, c'est de Tony Robbins. Tout ce que tu as lu dans ce livret peut se mettre en mouvement en 3 mois. Identifier les scripts qui te gouvernent, les déconstruire, créer depuis ce vide, réinventer ton leadership. Alors imagine ce qui pourrait être tes prochains 90 jours. Si, au lieu de répéter tes anciennes actions, tu décidais d'écrire les nouvelles. C'est le cœur de ce que j'appelle un reset de 90 jours, un espace court, intense, où l'on met en pratique cette réinvention. J'ai eu le privilège d'accompagner certains dirigeants dans ce format, et les résultats sont toujours passionnants. Mais ce n'est pas un modèle à suivre à la lettre, c'est juste une invitation. Parce que tu peux commencer dès maintenant, à ta manière, dans ton quotidien. 90 jours, c'est assez pour sentir que ta vie change de direction. Le reste viendra naturellement. Chapitre 12. Ton challenge. Tu viens de parcourir ce livret. Tu as découvert les scripts qui te gouvernent, les pièges dans lesquels tombent la plupart des leaders en transition, ceux dans lesquels je suis tombé moi, et les chemins possibles pour retrouver la clarté. Alors la question elle est simple. Et maintenant ? Pas de manière angoissante, comme ce « et maintenant » qu'on ressent une fois qu'un grand objectif a été atteint, qui donne cette sensation désagréable de sol qui se dérobe sous nos pieds. Non, plutôt un « et maintenant » qui invite la suite calmement. Tu peux refermer ces pages et retourner à ton quotidien,
C'est ce que font toutes les personnes qui lisent des livres aujourd'hui. Tu peux reprendre ton agenda, tes responsabilités, tes décisions, continuer à jouer le rôle que tu connais si bien. Et c'est un choix, c'est ok. Ou bien, tu peux décider que ce que tu viens de lire n'est pas une simple réflexion, mais un point de bascule. Dans ce cas-là, je te propose 2 choses. La première, c'est un challenge. Tu peux faire comme tout le monde et embrayer sur d'autres lectures. Rien ne changera, rien ne bougera. J'ai essayé et je connais le résultat par expérience. Sans application, la connaissance reste juste intéressante, alors qu'elle pourrait être vraiment transformative. Je te challenge à faire ça dans les 90 prochains jours. Crée un fichier sur ton téléphone, ou un fichier Excel, Google Sheets sur ton ordinateur. Note toutes les pensées négatives que tu as vis-à-vis de toi-même. Ensuite, prends l'habitude de les observer et d'être indulgent envers toi-même quand elles émergent. Écris dessus dans un journal, juste pour désamorcer le truc. Que te font-elles ressentir ? Sont-elles vraies ? Sont-elles vraiment vraies ? Que deviens-tu lorsque tu les prends en sérieux ? Avec cette nouvelle ouverture, observe-toi au quotidien et essaye de capter quels scripts sont déclenchés et par quelle situation. Qu'est-ce qui va déclencher telle pensée ? Et cette pensée, qu'est-ce qu'elle va déclencher comme comportement ? Partage-la à quelqu'un. Ton époux, ton épouse, un ami, un accountability partner, un coach, un psy. Trouve quelqu'un. Je sais pertinemment que seulement 1% de ceux qui liront vont passer vraiment à l'action. Et je t'encourage à faire partie de ces 1%. Ce challenge est pas forcément le plus simple, pas forcément le plus confortable. Il demande un courage, c'est certain. Mais la liberté que tu ressentiras derrière n'a aucun prix. La seconde chose que je te propose, c'est une conversation. Tu peux choisir d'oser une conversation. Une seule, pas un engagement, pas un truc complexe, pas un programme à suivre. Juste un espace rare où tu n'auras rien à prouver, rien à cacher, rien à jouer. Je ne sais pas ce que cette conversation ouvrira pour toi. Peut-être un déclic, peut-être une nouvelle vision, peut-être simplement le soulagement de dire tout haut ce que tu n'as jamais osé formuler. Mais je sais une chose. C'est souvent dans ces moments-là que tout change. Alors, si tu te reconnais dans ces pages, si tu sens que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin mais le début d'autre chose, viens explorer. J'aime créer de l'espace pour de nouvelles rencontres. Peut-être que l'un de ces espaces est pour toi. Et si ce n'était pas un hasard que tu tiennes ce livre entre tes mains aujourd'hui ? Moi, je crois pas vraiment au hasard. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant cet audio, tout au long de ces 12 chapitres. J'espère que ça aura résonné et déclenché quelque chose en toi. À propos de l'auteur, Quentin Villard accompagne des dirigeants, entrepreneurs et leaders en transition qui ont déjà tout réussi aux yeux du monde, mais qui savent en silence qu'il manque quelque chose. Ancien champion de France de gymnastique et ex-banquier privé, il a longtemps joué le jeu des scripts. Prouvé, performé, accumulé, jusqu'à ce que ce modèle l'épuise et le conduise à explorer d'autres manières d'être. Et maintenant que je suis en train de lire ça, je me dis que c'est quand même très bizarre et très prétentieux de parler de soi à la troisième personne. Mais je vais continuer. Aujourd'hui, il n'enseigne pas une méthode toute faite. Il crée des espaces intimes et puissants où les masques tombent, où les scripts sont dévoilés et où la clarté peut enfin émerger. Il y a vraiment des personnes qui écrivent eux-mêmes leurs livres et qui parlent d'eux à la troisième personne. Ouais, apparemment, je viens de le faire. Bref, mon approche, je vais finir en parlant de moi-même, elle est simple. Elle est directe, elle est sans compromis. Ramener les hommes et les femmes à leur vérité pour qu'ils puissent enfin incarner un nouveau type de puissance. De la liberté, une puissance libre, délibérée et profondément humaine.